Vieillir et alors, bâtir une société de la longévité, c'est le titre du cahier de l'Institut Paris Région qui a été édité récemment aux presses universitaires de France. Et nous sommes avec les coordinatrices. Tout d'abord, Hélène Joannet, qui est urbaniste à l'Institut Paris Région, et ensuite Caroline Laborde, Oui, socio-épidémiologiste à l'Observatoire régional de santé. Bonjour à toutes les deux. bonjour, enchantée. Bonjour. La première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi écrire un livre sur le vieillissement, sur la longévité? Alors tout simplement, c'est parti du fait du constat que nos sociétés vieillissent et que nous, en tant qu'agence d'urbanisme, on est directement concernés par ce processus et qui nous semblait important, même si la région Île-de-France est une région relativement jeune, elle est néanmoins très concernée par le vieillissement de sa population et qui va être très marqué dans les années à venir. Et du coup, on s'est saisi de ce sujet en voulant être constructif, hein. Le sous-titre de l'ouvrage, c'est bien Bâtir une société de la longévité. Et voilà, c'est parti de là, et avec l'idée de d'aborder cette question de façon, disons, on a appelé ça un peu à 360 degrés, en abordant un peu des thématiques très très variées. Et à ce titre, on a fait appel à des profils d'experts très diversifiés, puisqu'on est allé interroger des psychologues sur le vécu intime du vieillissement, on est allé voir des départements, la région, sur les politiques publiques qui accompagnent la grande dépendance, et puis on est allé interroger des géographes, des politistes, des économistes sur les seniors en emploi, des élus locaux pour voir tout ce qu'ils peuvent faire de façon locale, les soignants, bien sûr. Et du coup, on a des articles à la fois très scientifiques, on va dire, dans cet ouvrage, et puis aussi plutôt des témoignages d'initiatives locales. Donc, il y a une grande diversité de profils. On a aussi souhaité, bien sûr, faire appel à des soignants, à des associations, je l'ai sans doute dit, et aussi à des, comme on dit maintenant, aux premiers concernés, des personnes âgées qui ont fait part donc qui ont témoigné de leur vécu. 70 experts, mais c'est un travail énorme. La question que j'ai pas envie de vous poser, les experts sont tous d'accord avec entre eux sur leur vision de la longévité, sur ce qu'il faut faire, ou vous avez noté des différences? On a noté des différences. On a eu le parti pris de laisser parler un peu des... Il n'y a pas un discours unique dans cet ouvrage et du coup, au fil de la lecture des articles qui vont être picorés, on va bien voir qu'il peut y avoir des points de vue différents. Donc il y a quatre axes dans l'ouvrage qui sont... Tout à fait. Alors, quatre axes. La première chose qu'on a souhaité, en fait, c'était un peu de réinterroger les regards portés sur la vieillesse, sur le vieillissement. Et du coup, on a pour cela souhaité mettre en valeur, en exergue les rôles, l'apport, les contributions des personnes âgées dans la société. Alors, ça veut dire qu'on s'est intéressé aux seniors en emploi, à l'engagement associatif des personnes âgées, notamment, par exemple, quand ils revitalisent les bouts ruraux par leur engagement, par exemple. On est allé interroger la grand-parentalité, l'entraide familiale. Et puis aussi, tout simplement, on est allé voir aussi dire que peut-être que la vieillesse, ça remet en exergue, ça permet d'explorer un peu ce qu'on peut appeler les contre-valeurs de notre société, la lenteur, la disponibilité, la vulnérabilité. Donc ça, c'est un peu réinterroger les regards. On est allé voir, Et si je peux ouais. rebondir là-dessus, effectivement, c'est un des messages clés, c'est qu'effectivement, il n'y a pas des vieillesses, il n'y a pas une vieillesse, mais il y a bien des vieillesses. Et en travaillant, comme le dit Hélène, tous ces différents rôles assumés par les personnes âgées dans la société, ça permet de questionner aussi nos représentations individuelles et collectives sur le vieillissement. Un Cette autre. variété, c'est une variété de rôles, c'est une variété de santé, j'imagine, de situation, d'habitat, c'est très varié. C'est une variété parce que de toute façon, il y a dans la catégorie des personnes âgées, il y a plusieurs générations et puis même à un âge donné, il y a plusieurs parcours professionnels, Bien plusieurs sûr. parcours familiaux, il y a des états de santé très différents. Et puis effectivement, avoir 60 ans en 1950 ou en 2020, c'est pas du tout la même chose. L'état de santé est pas le même. Donc typiquement, sur le rôle de la grande parentalité, il y a davantage d'occasions aujourd'hui d'exercer ce rôle peut-être qu'auparavant. Donc oui, il y a des grandes différences très marquées sur plusieurs points. Voilà, et vous dites que c'est plus qu'une question d'âge. C'est-à-dire des personnes de même tranche d'âge ont des parcours de vie forcément différents, dans des situations différentes. C'est un peu ça l'idée. Ça ne se résume pas à un âge. Oui, c'est un autre des messages forts, c'est qu'en fait,
pour qu'ils puissent continuer à exercer ces rôles dans la société, toute une question de santé et d'autonomie plutôt qu'une question d'âge. Et donc, un des messages forts est de dire que plutôt que de cibler des catégories d'âge, les politiques, les entreprises, les collectivités territoriales devraient davantage se porter attention sur l'autonomie, ce qui permettrait d'être davantage inclusif parce que ça bénéficie à tout le monde. Et on a Alors justement, c'est le troisième point, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est aménagé ou ce qui est produit, ce qui est proposé pour utiliser pour les plus âgés, peut également servir aux plus jeunes. Peut-être des exemples de ce que vous voulez vous dire par là? Oui, effectivement, ça sert à tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est favorable pour les personnes âgées. Donc, on peut penser à la sécurité. Tout d'abord, des trafics routiers un peu moins denses. Ça va profiter aussi aux enfants pour être autonomes. Ouais, toujours cette question d'autonomie, pour être autonomes dans leurs déplacements. Des aménagements de trottoirs, éviter que le trottoir soit trop encombré ou qu'il y ait des escaliers, ça va faciliter les personnes, les parents qui ont des poussettes ou les personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit temporaire ou permanent. Donc voilà, tous les aménagements, parce que donc Hélène en parlera, c'est un axe fort qu'on a voulu travailler dans ce cahier. Tout ce qui est sur le cadre de vie, aménagement de cadre de vie, va bénéficier à tout le monde. Comme on le disait au début, effectivement, dans cet ouvrage, on est allé aussi chercher ce qui se passe à l'étranger. Et justement, par rapport à ce que disait Caroline, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple en Belgique, où la métropole de Bruxelles, en fait, a mis en place ou a adopté un principe, ce qu'ils appellent un principe qui s'appelle STOP. C'est l'idée dans tous les aménagements, là, on est en matière d'urbanisme et de transport, dans tous les aménagements, de raisonner plutôt en premier, penser aux piétons, donner la priorité aux piétons, puis après aux cyclistes, puis après aux transports en commun, et enfin aux voitures, véhicules privés. Alors, de fait, ce type d'aménagement, ne vise pas les personnes âgées, c'est bien la priorité est donnée aux piétons, mais de fait, c'est un mode de raisonnement, un mode de faire de l'urbanisme qui va bénéficier aux personnes âgées au bout du compte. D'accord. Autre message, la dépendance, accompagner la dépendance. Qu'est-ce que vous avez appris ou sur ce sujet-là? Est-ce que vous pouvez en dire? Alors, la dépendance a des répercussions économiques et sociales très fortes. Donc, il y a tout un angle où d'abord on a réfléchi à comment on pouvait prévenir cette dépendance, faire en sorte de réduire l'ampleur de la dépendance en réduisant déjà l'apparition des problèmes fonctionnels, donc cognitifs, moteurs, sensoriels aussi, la vue audition. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont là, comment les compenser pour pouvoir rester le plus longtemps possible en autonomie. Et ensuite, effectivement, les messages forts qu'on a trouvés sur la dépendance, c'est que le souhait des politiques publiques du grand âge aujourd'hui sont de favoriser un maintien à domicile. Et ce qui tombe bien, ça rejoint le souhait de la majorité des personnes âgées et de leurs familles. Ouais. Mais aujourd'hui, ça repose essentiellement sur les proches aidants. Et donc, si les proches aidants sont malades, s'ils habitent loin, s'ils travaillent, enfin voilà, s'ils ne sont pas disponibles pour la personne âgée, eh bien, le maintien à domicile est compliqué parce qu'aujourd'hui, en moyenne, une personne âgée en situation de perte d'autonomie utilise 9 heures, recours à 9 heures d'aide professionnelle et 35 heures d'aide de l'entourage. Donc, on voit bien à quel point ça repose sur les proches aidants et à quel point leur disponibilité est nécessaire. On a une interview de Simon de Gardel, qui est le président de l'Association française des aidants. Et donc, du coup, qui disait à quel point, donc il nous parlait aussi à quel point il y a un besoin de reconnaissance des aidants, mais aussi l'importance de ce congé proche aidant qui est finalement très difficile à mettre en place, plus difficile à mettre en place qu'un congé maternité, par exemple. Et que pourtant, voilà, ces situations d'aidance, comme on les appelle, elles permettent de développer aussi chez les personnes, chez les proches aidants, des compétences qui pourraient être mises à profit aussi dans les entreprises de management, parce que voilà, on doit gérer tout un tas de professionnels de santé, le kiné, le médecin, l'ergothérapeute. Euh, et voilà, et que du coup, ce congé proche aidant était
était pas encore trop utilisé, Ouais. parce Oui, que on voilà, voit beaucoup difficile d'études à mettre en place, où les aidants ne connaissent pas forcément leurs droits, en fait. On connaissent n'ose pas pas leurs le droits, demander. n'osent pas leur demander, et que voilà, alors qu'il y avait quand même et oui, et la difficulté aussi qui pointait, c'est que on sait pas encore, on sait jamais quand l'utiliser. En fait, on le sait a posteriori. Ouais. Quand utiliser ce congé proche aidant. On ne sait pas quand la situation va être tellement dure à gérer qu'il va falloir utiliser ce congé proche aidant. Et dans l'ouvrage, on parle donc beaucoup, on a donné la parole un peu justement aux aidants, on insiste sur leur rôle central, mais on insiste également sur les aidants, on va dire professionnels, sur les aides à domicile. On a pas mal d'interviews de services d'aide à domicile ou les services de la région qui forment, qui financent les centres de formation pour ce type de professionnels, en fait, en insistant sur le fait qu'effectivement, notamment le vieillissement de la population, d'une part, et également le virage domiciliaire, donc le fait de rester plus longtemps chez soi, c'est souvent permis par le recours à des aides à domicile. Et on insiste sur le fait que de nos jours, effectivement, c'est vraiment un métier en tension. Les besoins sont croissants, le personnel formé est insuffisant, il y a une vraie pénurie, une difficulté à recruter. Donc, on est allé voir aussi quel type de profil voilà, recouvre ces professionnels. Hein. Ce sont souvent des femmes un peu pas toutes jeunes d'un certain âge, parce que c'est souvent une reconversion après s'être occupée de ses enfants. En Île-de-France, c'est pas partout pareil, mais en Île-de-France, ça peut être assez souvent des femmes immigrées. Et bien sûr, ce sont des emplois qui manquent d'attractivité, hein, assez peu rémunérés. Le taux de pauvreté dans ces professions est de 18%, ce qui est élevé. Ce sont des emplois en fait assez solitaires malgré tout, pénibles physiquement, des temps de déplacement forts. On sait qu'à l'heure actuelle, une aide à domicile, gère, entre guillemets, ou s'occupe de 5 à 7 personnes à la journée. Et du coup, il y a vraiment un besoin d'attractivité renouvelée de ces emplois en termes de revalorisation salariale, de mieux gérer les déplacements, permettre une carrière, en fait, une évolution qui peut être intéressante. C'est après avoir, disons, été soi-même aide à domicile, peut-être s'occuper plutôt de la gestion de ces services, la coordination de tous ces services. Donc, il y a vraiment un vrai enjeu sur lequel on a insisté dans cet ouvrage, en allant voir notamment, par exemple, ce que faisaient les régions. Et là, on s'est intéressé à ce que faisait la région Île-de-France, qui finance les centres de formation, qui peut aider les élèves à trouver des stages, un système de bourse ou aider à la première installation professionnelle. Donc, en tout cas, on a souhaité mettre en avant ce- ce- cet enjeu très crucial des aides à domicile, de ce type d'emploi. Un point que vous abordez, c'est l'adaptation du cadre de vie du quartier, donc c'est-à-dire l'adaptation des rues, mais plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est votre vision d'urbaniste, en fait. Euh, que faudrait-il adapter et que pensez-vous qui va être adapté dans les prochaines années? Enfin, comment vous voyez l'idéal, en fait? J'allais dire, Alors, comment vous voyez l'idéal, ce qui ressort comment dire, des articles qu'on a fait dans ce cahier, et c'est aussi mon sujet de thèse. Ce qui ressort, c'est vraiment que la façon dont sont aménagés les quartiers, donc la largeur des trottoirs, le fait qu'ils soient encadrés ou pas, encombrés ou pas, le fait qu'il y ait des passages sécurisés ou pas, la densité du trafic routier, la présence de pans, enfin voilà, de collines. Donc ça peut constituer, si c'est de mauvaise qualité, ça peut constituer de vrais freins au déplacement des personnes âgées. Puis petit à petit, du coup, elles peuvent se replier petit à petit sur elles et sur leur logement et sortir de moins en moins. Donc ça, c'est un premier élément, la qualité de l'aménagement. Le deuxième, ce sont les ressources et les équipements qui sont présents dans un rayon accessible à pied. Parce que le mode de déplacement à pied des personnes âgées est le mode de déplacement le plus utilisé, surtout quand on a difficulté à conduire. Et donc, vivre dans un quartier où il y a des commerces, des services, des commerces alimentaires, des services plus généraux comme la banque, la poste, le coiffeur, où il y a des équipements culturels et sportifs, où il y a des espaces verts,
Tout ça va jouer un rôle déterminant par deux mécanismes. Déjà, pour les personnes âgées qui sont en bonne santé, ça va permettre de marcher et d'avoir une certaine sociabilité et donc d'entretenir les capacités motrices et cognitives. Et puis, une fois qu'il y a des problèmes à se déplacer, par exemple, la proximité de ces services va pouvoir permettre de garder une autonomie sans compter sur avoir besoin de l'aide de ses enfants ou de ses voisins pour faire ses courses, par exemple. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la proximité des commerces alimentaires est essentielle. Elle est essentielle. Et donc, bon, bien évidemment, ceci étant dit, il y a l'accessibilité financière qui est aussi importante à considérer. Euh, donc ça, c'est le gold standard. Donc, tous les territoires ne peuvent pas offrir ça. Et donc là, la question est peut-être de développer aussi des dispositifs d'aller vers. Et puis pour revenir sur l'aménagement urbain, la question n'est pas aussi d'enlever toutes les barrières, par exemple d'enlever tous les escaliers. Parce que C'est la moi, je question que suis j'allais vous témoin, poser la question, parce qu'en fait, voilà, si on adapte de trop, est-ce qu'on rend pas toute la population plus c'est ça. feignante, entre guillemets, et moins dans la prévention? C'est la question que j'avais Oui. prévue. Et oui, parce que si je prends l'exemple des escaliers, vous dites on ne peut pas avoir une réflexion dichotomique, parce que si on prend les escaliers, ben, monter des escaliers, ça favorise le maintien de la force musculaire, ça maintient en bonne santé l'endurance, et même ça a même un effet, l'activité physique a même un effet aussi sur les capacités cognitives, sur la maladie d'Alzheimer. Donc non, il ne faut pas pour autant tout enlever. Mais peut-être proposer enfin avoir conscience de ça et proposer comment dire, des alternatives. Ouais, oui, des adaptations mesurées, en fait. Mm. Et d'ailleurs, dans un de nos articles, c'est sans doute expérimental, mais un exemple de logement au Japon, justement, qui sont effectivement un peu dédiés, pensés pour les personnes âgées, où justement le revêtement, le sol n'est pas plan. C'est-à-dire pour que le corps continue à être toujours vigilant et s'adapter même aux petits Il y a des reliefs. petites bosses. Donc c'est sans doute Carrément. expérimental, mais Donc en fait, intéressant. si on met une balle, la balle part. Voilà, elle barre ou voilà, elle se déplace en tout cas. Donc c'est l'idée de rester vigilant et voilà, dans la prévention, mais aussi dans l'exercice, de pas Et c'est tout pour ça la question que je vais vous faciliter. poser, les professionnels de l'urbanisme, par exemple, comme en Île-de-France, ou ailleurs d'ailleurs, on est capable à l'heure actuelle de dire voilà ce qu'il faut adapter, mais pas trop, ou c'est encore, où il y a encore des recherches à faire en fait, ou former, je sais pas qui, Il former y a les architectes. je pense qu'il y a beaucoup de réflexions en cours quand même sur le vieillissement, et puis on voit que d'autres raisonnements vont vers cette préoccupation. Par exemple, tout ce qui est fait à l'heure actuelle sur les îlots de chaleur urbains, d'avoir des îlots de fraîcheur, c'est aussi penser en se disant une personne âgée qui est peut-être plus captive, qui va pas partir en vacances l'été, c'est important qu'elle ait un îlot de fraîcheur à proximité où elle pourra se reposer sur un banc. Donc il y a plein de choses en fait qui convergent et qui, encore une fois, l'idée d'une ville inclusive qui bénéficie à tout le monde. J'insisterai plutôt sur cette dimension-là. Et puis, on voit, là, on a relayé dans notre cahier une expérience où c'est plutôt un travail qui est fait à Lyon, mais qui se fait à Rennes et qu'on va aussi entamer pour la région Île-de-France. Effectivement, c'est de bien décortiquer toutes les caractéristiques des territoires avec les critères qu'indiquait Caroline tout à l'heure, un peu la proximité de la pharmacie, des commerces, des transports en commun, et en fait de mettre en place un outil cartographique qui permettra en fait de voir quels sont au bout du compte les territoires, les secteurs les plus propices au vieillissement, qui fournissent des cadres de vie qui sont adaptés. Et on voit qu'à Lyon, ils ont mis un outil en place de ce type-là, qui est utile pour les services habitat, logement ou services sociaux de la métropole, pour se dire, là, ces territoires, il y a déjà une population âgée et ce serait intéressant, au vu des caractéristiques du quartier, d'y implanter de façon prioritaire l'EHPAD ou voilà, la résidence senior parce que les personnes qui vivront là auront à proximité des choses qui rendront leur cadre de vie plus agréable. Il y a également, pour rebondir sur votre question, la démarche Ville Amie des aînés. Oui, bien sûr. Donc, il y a Dis bonjour à Pierre-Olivier d'ailleurs. exactement, donc il a été interviewé dans ce cahier et on l'en remercie, où effectivement ce réseau francophone a pour objectif d'accompagner
les collectivités territoriales, donc ça va de la commune, mais aussi des départements qui sont dedans, parce à chaque échelle géographique, il y a des compétences différentes et des possibilités d'action sur la santé de la population différentes. Et donc voilà, dans cette interview, il montrait à quel point ce réseau francophone pouvait fournir un appui, une aide aux collectivités qui voulaient s'engager dans cette réflexion qui est certes euh, pas évidente parce qu'en plus, elle dépend de chaque besoin du territoire, des spécificités du territoire, bien sûr, ouais. le territoire rural, urbain, périurbain, et puis aussi des besoins des personnes âgées. Et donc, ce qui est promu dans cette démarche, c'est que toutes ces décisions soient faites aussi en collaboration avec les personnes âgées pour vraiment discuter de leurs besoins dans le sens très pratique. Et on a Euh, également donné un exemple très concret en allant voir la métropole de Lyon, plutôt de Nice, effectivement, qui est confrontée au vieillissement de sa population. Et ils ont une action très originale, en fait, qu'ils ont menée avec le réseau éthique, le réseau éthique. Et l'idée, l'espace éthique, c'est effectivement de sensibiliser les professionnels, disons les agents municipaux, les professionnels des services publics, mais aussi les commerçants aux maladies de type Alzheimer et apparentés, hein, les maladies neurodégénératives, pour en fait sensibiliser les commerçants et autres un peu au comportement possible de ces Ah oui, personnes et pouvoir adapter. ah, c'est pas Et mal, ça. c'est un C'est pas travail mal. original qui est bon, mené à titre expérimental avec l'idée de voilà, que ça Ah oui, ruisselle c'est pas mal, ça. ailleurs pour que voilà, qu'on sache comment se comporter, comment adapter, comment accueillir ces personnes dans un commerce ou dans les services publics. C'est pas mal, ça. Puis même, ça peut être élargi là, je pense moi, j'ai un ami qui est autiste, par exemple. Voilà, Effectivement, il y a effectivement. effectivement, les comportements sont un peu bizarres. C'est un peu bizarre et comment il faut s'adapter. Donc, moi, Les je suis tout anticiper, les mais comprendre, voilà. effectivement, celui au début, moi, c'était un peu difficile pour moi. Puis après, une fois que j'ai appris, c'est pas, l'idée est pas mal. Les relations de voisinage, en fait, quelles sont les idées par rapport Alors, on a fait appel à une chercheuse qui travaille vraiment sur le voisinage, qui s'appelle Isabelle Malon, et qui montre bien que plus on vieillit, plus on avance en âge, les relations de voisinage peuvent être importantes. En tout cas, on y apporte une importance plus grande qu'avant. C'est l'époque où potentiellement le décline les relations, peut-être les relations, les visites avec les amis, avec les collègues, et que tout d'un coup, ces relations de voisinage prennent une importance accrue, en sachant qu'il y a un peu deux temps de voisinage quand on prend de l'âge, en fait, peut-être au moment de la retraite ou qu'on est encore jeune senior, on investit beaucoup de voisinage. Au grand âge, ça se réduit. Mais néanmoins, on y apporte beaucoup d'importance. Et elle montre aussi que ça se resserre peu à peu, sans doute, sur la vie, sur l'immeuble proprement dit. Au début, il y a des échanges de services, puis on avance en âge, c'est peut-être juste de la visite, et plutôt que la personne âgée rend moins visite, mais elle accueille davantage. Donc l'importance de l'aménagement, l'importance de la sociabilité dans le logement, qui ne doit pas être un lieu d'isolement. Et également, donc elle montre aussi qu'au-delà de ceux dont j'ai pu parler, aussi des différences selon effectivement le type de quartier dans lequel on habite, et puis aussi socialement, en fait, que traditionnellement, dans les quartiers populaires, ça peut être contre-intuitif ou pas, mais on voisine moins, et quand on avance en âge aussi, on se retire encore plus des relations de voisinage, que c'est quelque chose qui se pratique plus dans les quartiers plus aisés, gentrifiés, voilà. sur ce point-là, la demande, je ne sais pas si vous savez répondre, mais la demande, c'est des seniors, en fait, des personnes âgées. C'est un cadre pour faciliter le voisinage, les relations voisinage. C'est en fait un cadre un peu rigide, c'est en fait un habitat où tout le monde, entre guillemets, a un peu l'ordre ou l'obligation de jouer le jeu de l'intergénération. Ou est-ce que c'est, je sais pas comment, voilà, est-ce que c'est organisé, enfin, comment est-ce que les personnes âgées, parce qu'en fait, je donne un exemple. Récemment, dans un focus group avec des seniors, je me suis aperçu qu'en fait, bon, on parlait de tourisme avec les petits-enfants. Je sais pas, dans des lieux, dans des parcs d'attractions, par exemple. Et en fait, au bout d'un moment, je m'aperçois que derrière, en fait, c'est pas ça, en fait. Derrière, c'est rencontrer des gens de notre âge, et les petits-enfants sont une excuse pour aller dans un lieu, mais sur le lieu, il faudrait qu'il y ait les petits-enfants d'un côté qui s'occupent, et après, nous, on ait des activités entre adultes, entre seniors. Est-ce qu'il y a ça, ou est-ce que,
On a Quand, remarqué, ce qu'on a entendu voilà, au gré de ce travail, c'est effectivement aussi l'émergence d'un besoin d'intragénérationnel. Souvent, quand on parle de l'habitat, on met en avant les formes d'habitat intergénérationnel, les résidences où il y a des étudiants, des personnes âgées avec des services rendus ou l'aide aux devoirs. Et là, en même temps, régulièrement, c'est peut-être un effet effectivement générationnel, que la génération qui arrive ou qui est âgée maintenant ou qui va l'être d'ici peu, et soucieuse, par exemple, dans le domaine de l'habitat, de comment, où je vais vouloir habiter plus tard. J'ai peur de l'EHPAD, je sais pas, l'EHPAD me fait pas rêver, même la résidence senior traditionnelle ne m'inspire pas beaucoup. Je commence à réfléchir à autre chose et on voit effectivement, comme vous disiez, que là, il y a comme une envie de sociabilité intragénérationnelle, en fait. À ah, travers c'est pas mal, ça, les Ouais. béguinages, par exemple. Les béguinages Par les solidaires, en tout cas, on béguinages. l'a entendu de ci, de là, mais régulièrement. Et Mais voilà. parce qu'en fait, moi, Des moi points. sans tout dévoiler, mais j'ai une petite partie d'une résidence senior à Berlin. On a vraiment testé, on l'a co-créé entièrement, si on voulait pas se planter, entre parenthèses. Et en fait, les seniors ne demandent pas l'intergénérationnel. Ils demandent à pas être entre eux, uniquement entre eux. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que la résidence, il y a à peu près 20% des logements qui sont en style Airbnb. D'accord. Et ça leur suffit en fait. Et il faut juste c'est ça en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah mais intragénérationnel, c'est pas mal ça. Ça me donne Et l'idée. mais là, c'est un autre cas, puisque c'est les cas des EHPAD, donc c'est Mm. autre chose. Mais effectivement, dans l'idée de plus mixer, on est allé voir du côté des EHPAD qui accueillent des tiers-lieux. Mais Il y a l'exemple assez connu d'Apentin, d'un EHPAD qui accueille un café, un jardin partagé, un café ouvert sur le quartier. Et là aussi, effectivement, ce côté ouverture, c'est un peu gagnant-gagnant. En fait, les personnes, les résidentes qui étaient accueillies deviennent un peu des accueillants. C'est une ouverture qui bénéficie aussi aux soignants, aux professionnels qui ont d'autres types d'interactions. Voilà, il se passe autre chose dans l'EHPAD. Et l'EHPAD est plus ouvert, plus lié à son quartier. Donc, on est effectivement là dans un produit un peu mixte qui a son avantage. autre point qu'on n'avait plus d'aborder, c'est les opportunités d'innovation, notamment dans multiples domaines, et la robotique. Alors, est-ce que des robots vont s'occuper des personnes âgées ou vont tenir Parce qu'en fait, j'ai vu une étude récente américaine, où les personnes âgées qui sont habituées à parler à ChatGPT, hein, via le truc Alexa, etc. Enfin, c'est pas ChatGPT ou Alexa, mais vous m'avez compris. En fait, elles sont contentes. Ça m'a épaté. Ouais, en fait, effectivement, on a souhaité questionner l'usage de la robotique auprès des personnes âgées, mais aussi auprès des soignants. En fait, l'intégration de la robotique dans les EHPAD, notamment, c'est fortement développé au moment du Covid. Et en fait, il y a les co-robots. On appelle les co-robots, les robots compagnons. Donc, typiquement, il y a Nao, mais il y en a d'autres. Et donc, ils peuvent être utilisés pour augmenter la participation des personnes âgées dans des activités de psychomotricité. Donc, toujours avec le soutien, avec la participation d'un professionnel de santé, donc là, avec la kinésithérapeute, mais aussi lors d'animations socioculturelles. Et ça, on a fait donc une interview avec une chercheuse, Maribel Pinault, de l'hôpital Broca, qui teste du coup les bénéfices. Donc, elle fait des évaluations sans et avec robot. Et elle teste sur donc des personnes qui ont des problèmes cognitifs très sévères, euh, elle montre qu'il y a des bénéfices pour sortir de leur apathie. Donc voilà, il y a tout un protocole qui est pensé. C'est passionnant tous les travaux de recherche qu'ils font. Il y a aussi Paro. Donc Paro, c'est un robot phoque et lui, il est utilisé pour diminuer la douleur donc des personnes qui ont aussi des troubles cognitifs sévères lors de soins. Donc en fait, ils amènent le phoque, donc il réagit, il a des capteurs sensoriels, il réagit aux caresses et tout ça. Et donc 5 minutes avant les soins, il amène. Et effectivement, ils ont fait un protocole sans paro et avec paro, et on voit que la douleur, en tout cas les manifestations de la douleur,
sont moindres, statistiquement moindres, quand paro utilisés. Donc ça, c'est pour les personnes âgées. Ce dont vous parliez, oui, il y a il y a des robots effectivement qui accueillent en hôpital ou en EHPAD les personnes. Et donc là, ChatGPT utilisé. Et donc du coup, il fait un peu le majordome. Il répond, bah, vous devez pour le service administratif, c'est tel couloir à tel étage. Il peut faire aussi des petites blagues. Donc ça aussi, c'est testé. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est donc on a une interview aussi de Robotics Group qui a développé Nao et qui développe aussi Plateau. Plateau, c'est un robot qui est utilisé dans les restaurants actuellement, dans les services de restauration. Et en fait, ils réfléchissent actuellement à d'autres usages, notamment pour aider le personnel soignant. Et effectivement, donc c'est un plateau, hein, comme indique le nom, qui se déplace. Et donc, il pourrait aider les soignants pour porter les draps, pour porter des verres d'eau dans des périodes de canicule, pour les protections aussi. En fait, l'idée, ça serait d'alléger la charge physique des Salarié. voilà, donc c'est en travail, c'est en réflexion, et sont aussi après en réflexion, mais là c'est dans le futur, c'est pas encore mature comme système, des robots de type majordome qui pourraient intervenir à domicile pour justement ramasser une paire de lunettes. Mais là, il y a comment dire, les technologies sont notamment Préhension. de préhension sont, voilà, elles Encore au nécessitent début, hein. d'être davantage maturées, mais elles le seront. Et voilà, il y a encore des choses à faire là-dessus. Donc, en résumé, quand je serai plus âgé, j'espère ne pas être dépendant, mais quand je serai plus âgé, ce sera un robot qui va s'occuper de moi, j'ai l'impression. Non, non, alors là, justement, il y a, enfin, la réflexion, en tout cas en France, parce que au Japon, donc l'usage des robots est beaucoup plus développé. On a un article d'Emmanuel Aubin aussi qui parle de l'éthique et notamment comment les robots au Japon sont utilisés. Là, en tout cas, nous, donc c'est pareil, hein, ça rejoint une question que vous aviez au début. Nous, on a eu des prismes, hein, forcément, parce qu'on a interrogé que quelques personnes sur un sujet. Mais en tout cas, chacune des personnes nous ont dit que là, l'important, c'était de faire avec l'humain. Donc là, c'est toujours utilisé avec un humain. Donc, c'est pas à la place d'eux. C'est vraiment un truc qui est, en tout cas, important au jour où on se parle. Et donc, je ne pense pas que l'idée, ce soit de délaisser voilà, les personnes âgées aux robots. C'est pas du tout le Et but. avec un discours vraiment, comme tu le disais, que la robotique peut soulager et faciliter le travail des soignants. Mm. Une conclusion. Quelle est la conclusion, Hélène? Alors, si on peut conclure sur notre ouvrage, effectivement très riche par la diversité des expériences, des initiatives territoriales, et puis encore effectivement un monde d'initiatives encore à entreprendre, en s'inspirant aussi de ce qui peut se faire ailleurs. Et nous, comme on travaille à l'échelle de la région Île-de-France, on sent bien que la région Île-de-France va se saisir voilà, de cette problématique effectivement pour essayer de bâtir en fait, une région effectivement. Voilà, qui offrirait Merci. un cadre de vie favorable au vieillissement. Merci à toutes les deux. Donc, en fait, sous la vidéo, vous trouvez le lien pour cliquer, en savoir plus sur le livre, quels sont ces 70 experts, ce sont des experts qui ont été, j'imagine, interviewés, et puis commander l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Oui, en fait, vous avez fait un